Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une orpheline handicapée murmure « Je ne serai jamais élue », le milliardaire s'est levé et n'a dit qu'une seule chose. Dans une petite ville industrielle du Midwest américain, aux rues bordées d'anciennes usines rouillées et de maisons modestes, vivait une jeune femme nommée Emily Parker. Son histoire était celle d'un combat silencieux et d'un courage quotidien. Emily avait perdu ses parents à l'âge de 8 ans dans un tragique accident de voiture. Ses parents, travailleurs acharnés, avaient toujours rêvé d'un avenir meilleur pour leur fille. Mais ce destin cruel les avait fauchés prématurément. L'accident avait laissé Emily avec une paralysie partielle des jambes. Depuis ce jour, elle ne pouvait plus marcher. Sa vie s'était vue réduite à un fauteuil roulant, et son monde, à des limites que beaucoup auraient cru infranchissables. Elle fut placée dans un foyer d'accueil, un lieu où l'on recueillait des enfants que la vie avait aussi malmenés. Dans ce foyer, les rires se faisaient rares, les espoirs souvent étouffés. Les enfants, comme Emily, étaient souvent invisibles pour la société. Pourtant, malgré les murs froids et les nuits solitaires, Emily garda au fond d'elle une lumière, un rêve immense, celui de changer sa communauté, de rendre sa ville plus humaine, plus juste. Elle voulait que personne ne soit oublié comme elle l'avait été. Les années passèrent. Emily grandit entourée d'enfants venus de tous horizons, avec leurs douleurs, leurs combats. Elle apprit à lire avec passion, se réfugia dans les livres comme dans des refuges secrets. Chaque page tournée était une fenêtre ouverte vers un avenir qu'elle voulait conquérir. À 24 ans, Emily travaillait à la bibliothèque municipale, un havre de paix dans cette ville durement touchée par le chômage et le déclin industriel. Elle connaissait chaque recoin, chaque lecteur, chaque histoire. Ses journées étaient rythmées par le bruissement des pages et le chuchotement des visiteurs. Mais dans son cœur battait une autre mélodie, celle de l'engagement, de la lutte pour la justice sociale. Un soir d'automne, la mairie accueillit une réunion publique. L'air était chargé d'électricité, les habitants réunis dans la salle municipale, certains venus par curiosité, d'autres par scepticisme. C'était la première fois qu'Emily allait s'exprimer en public, pas seulement pour parler, mais pour se présenter comme candidate aux prochaines élections municipales. Elle tenait dans ses mains un petit papier, son discours, qu'elle avait écrit et réécrit des centaines de fois. Ses doigts étaient légèrement crispés sur la feuille. La lumière des projecteurs éclairait son visage marqué par la fatigue et la détermination. Quand ce fut son tour, elle rougit légèrement, prit une grande inspiration, et s'avança vers le micro. « Je m'appelle Emily Parker. Je suis née et j'ai grandi ici, dans cette ville que j'aime malgré ses difficultés. J'ai vu notre communauté traverser des épreuves, la fermeture des usines, les familles qui peinent à joindre les deux bouts. J'ai vu des familles comme la mienne, brisées mais toujours debout, se battre sans relâche. » Sa voix trembla un instant, mais elle reprit confiance. « Je veux être la voix de ceux que l'on n'écoute pas, de ceux qu'on oublie dans les couloirs sombres de notre ville. Je veux défendre nos droits, nos écoles, notre environnement, et surtout, notre dignité. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Quelques personnes chuchotèrent, échangèrent des regards lourds de jugement. Une voix sèche, chargée de mépris, s'éleva dans l'assemblée. Comment une fille dans son état peut-elle diriger une ville ? Un autre murmura, avec une pointe d'amertume. C'est une cause perdue d'avance. Elle ne sera jamais élue. Emily sentit ses mains se mettre à trembler, ses jambes tressaillir sous elle. Elle baissa les yeux, submergée par le poids de ses paroles, de ses regards. Sa voix, à peine audible, s'échappa comme un souffle brisé. « Je ne serai jamais élue. » Les murs semblaient se refermer sur elle, et l'espoir vacilla. Mais à cet instant même, quelque part dans la foule, une lumière naissait, un homme allait bouleverser ce silence pesant, et changer à jamais le cours de son destin. Dans la salle, assis au fond, presque effacé par la foule, se trouvait William Anderson, un homme dont le nom seul suffisait à faire froncer les sourcils ou rêver les ambitieux. Fondateur d'un empire technologique bâti à la sueur de longues années, William était l'exemple même du rêve américain. Mais ce que peu de gens savaient, c'est qu'il était né dans un quartier ouvrier d'une ville similaire, élevé par une mère célibataire qui cumulait 2 emplois et n'avait jamais connu le repos. Son enfance, il l'avait passée à réparer des objets cassés,
à vendre des journaux, et à observer en silence la douleur de ceux que personne ne remarquait. Peut-être était-ce pour cela qu'en entendant Émilie parler, il ne vit pas une jeune femme handicapée en fauteuil roulant, mais une flamme familière, celle de ceux qui avaient trop souffert pour tricher, et qui se dressaient pourtant, encore et encore, portés par une force que le monde ignore. Lorsqu'il entendit les moqueries étouffées et la phrase « Comment une fille dans son état peut-elle diriger une ville ?» Un frisson d'indignation traversa son dos. Puis vint le murmure d'Émilie, brisée, fragile. « Je ne serai jamais élue. » Ce fut la goutte de trop. William Anderson se leva lentement. Malgré ses 75 ans passés, sa stature imposait le respect. Son visage, buriné par les années, exprimait à la fois la sagesse et la fermeté. Il marcha lentement vers l'avant, appuyé sur une canne noire au pommeau d'argent. Le silence tomba immédiatement dans la salle, comme suspendu. Arrivé près du micro, il le régla calmement, leva les yeux, balaya la foule d'un regard droit et assuré. Et il parla, sa voix grave résonnant comme celle d'un juge dans une cour d'honneur. « Mesdames et messieurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement le discours d'une candidate. C'est le cri du cœur d'une survivante. Une survivante de l'oubli, de l'indifférence, des préjugés. » Il marqua une pause. Son regard s'attarda sur les visages dans la salle, certains honteux, d'autres curieux, quelques-uns bouleversés. Quand j'avais 8 ans, je nettoyais les planchers d'un dîner après l'école. On m'a dit que je ne valais rien, qu'un garçon comme moi n'irait jamais loin. Je n'avais ni chaise roulante, ni parents, ni toit fixe. Juste une envie brûlante de faire mieux. Il se tourna doucement vers Émilie, qui le fixait, les yeux embués de larmes. Émilie Parker ne sera pas seulement élue. Elle sera une des meilleures leaders que cette ville ait connue. Parce que la véritable force ne se mesure pas en kilomètres parcourus à pied, mais en la volonté de marcher contre le vent, encore et encore, même lorsqu'on est cloué à un fauteuil. Il se redressa, et conclut. Honte à nous si nous continuons à juger ceux qui se battent debout, même assis. Un frisson parcourut l'assemblée. D'abord un silence, comme une prise de conscience soudaine. Puis, une femme au premier rang se mit à applaudir. Puis un homme. Et peu à peu, la salle entière, dans un élan spontané, applaudit à l'unisson. Émilie sentit une chaleur monter en elle. Ce n'était pas de la fierté, ni de l'orgueil, mais une reconnaissance muette, celle de n'être plus seule. Le lendemain, une photo d'Émilie et de William côte à côte fit le tour des réseaux sociaux. Le titre disait « Une voix s'est levée et une ville l'a entendue ». Soutenue publiquement par William Anderson, Émilie lança officiellement sa campagne. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce soutien ne rendit pas les choses plus faciles. Les critiques furent féroces. Certains disaient qu'elle n'était qu'un « symbole de compassion », pas une vraie candidate. D'autres insinuaient que William manipulait l'opinion avec une campagne de « charité médiatique ». Mais Émilie refusa d'être réduite à un simple visage inspirant. Elle voulait mériter la place. Elle commença alors une campagne de terrain, modeste, sans artifice. Elle visita chaque quartier, même ceux que les autres candidats évitaient. Elle serra les mains des ouvriers à la sortie des usines, elle écouta les mères célibataires dans les centres communautaires, elle passa des heures dans les écoles publiques, à dialoguer avec les enseignants et les élèves. Elle parlait peu, mais écoutait beaucoup. À chaque maison où elle frappait, elle disait simplement « Je suis Émilie Parker. Je n'ai pas les moyens des autres candidats. Mais j'ai une chose que personne ne pourra m'acheter, la certitude qu'on peut transformer cette ville ensemble. » Au fil des semaines, Émilie vit ce qu'aucun débat télévisé ne pouvait révéler, la peur dans les yeux d'un père sans emploi, la colère silencieuse d'un adolescent perdu, la lassitude d'un ancien militaire oublié par le système. Chaque voix nourrissait son engagement. Chaque main posée sur la sienne lui rappelait pourquoi elle était là. Elle comprit une chose essentielle, ce n'était pas elle qu'elle devait faire élire. C'était eux qu'elle devait faire entendre à travers elle. Et elle se jura, quoi qu'il arrive, de ne plus jamais murmurer qu'elle ne serait pas élue. Parce qu'à cet instant précis, elle portait en elle l'espérance de tous ceux que personne n'avait jamais écoutés. Le jour tant attendu arriva. La ville, habituellement calme, semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Des drapeaux, des affiches,
des badges portant le nom Emily Parker étaient visibles sur les devantures de magasins, les fenêtres des maisons modestes, les lampadaires de l'avenue centrale. Il flottait dans l'air un mélange de tension, d'espoir et de nervosité. Emily, elle, se trouvait dans une petite salle communautaire, entourée de quelques amis proches, de bénévoles de campagne, et de William Anderson, silencieux, les bras croisés, le regard doux mais inquiet. Le temps s'étirait. Les résultats tardaient à tomber. Emily restait près de la fenêtre, observant la rue comme si elle cherchait un signe. « Tu as fait tout ce que tu pouvais », murmura William à son oreille. « Je sais. Mais j'ai peur. Pas pour moi. Pour toutes ces personnes qui m'ont confié leur voix, leur histoire. J'ai peur de les décevoir. » Il posa une main sur son épaule. « Quelle que soit l'issue, tu les as déjà honorés. » Puis, la porte s'ouvrit brusquement. Un jeune homme entra, téléphone à la main, haletant. Les résultats, ils sont tombés. Un silence absolu s'abattit dans la pièce. Emily Parker. 63,2% des voix. Le souffle d'un miracle. Un instant suspendu. Puis les cris de joie explosèrent. Des embrassades, des rires, des larmes. Emily resta figée, les yeux écarquillés, la main sur la bouche. Elle n'y croyait pas. Elle venait de remporter les élections avec une large majorité. Contre toutes les prédictions. Contre tous les murmures. Contre la peur. Plus tard dans la soirée, un rassemblement fut improvisé sur la place centrale de la ville. Des centaines de personnes s'étaient réunies, certains avec leurs enfants sur les épaules, d'autres encore en tenue de travail. Des visages de toute origine, de tous âges. Emily, toujours assise dans son fauteuil roulant, fut aidée à monter sur la scène de fortune. Les projecteurs l'éclairèrent doucement. La foule, émue, se tut. Elle prit une grande inspiration, sentit les larmes monter, mais les retint. Elle voulait que sa voix soit ferme. Merci. Merci à vous tous. Merci de m'avoir fait confiance. Elle marqua une pause. Les flashs crépitaient. Certains pleuraient déjà. Ce soir, ce n'est pas seulement ma victoire. C'est la vôtre. Celle de toutes celles et ceux qu'on a ignorés, sous-estimés, exclus. C'est la victoire de l'espoir sur le cynisme, du courage sur la peur, de la vérité sur les apparences. La foule éclata en applaudissements. J'ai entendu vos histoires. Vos douleurs. Vos rêves. Et je vous fais une promesse, tant que je serai votre élu, je ne laisserai jamais votre voix se perdre dans le silence. Ensemble, nous allons construire une ville plus juste, plus humaine, où personne ne sera laissé derrière. Dès ses premières semaines en fonction, Emily refusa de se laisser emporter par les honneurs. Elle entra dans son nouveau bureau sans faste, entourée des mêmes bénévoles qui l'avaient soutenue. Son fauteuil roula silencieusement sur le parquet lustré, et elle leva les yeux vers le drapeau de la ville accroché au mur. Puis elle s'attaqua à ce qu'elle avait promis. Elle lança un grand programme de rénovation urbaine accessible, obligeant les bâtiments publics à se conformer aux normes d'accessibilité, pas dans 5 ans, mais dans l'année. Les rampes, les ascenseurs, les transports adaptés devinrent une priorité municipale. Elle mit en place des centres de soutien pour familles monoparentales et enfants sans domicile, inspirés de son propre vécu. Un foyer porta même le nom de ses parents, le centre Robert et Anna Parker. Elle mobilisa des financements pour des programmes éducatifs innovants dans les quartiers défavorisés. Elle fit venir des intervenants, des mentors, des écrivains, des scientifiques, pour inspirer les jeunes de la ville. Et surtout, elle resta présente. Chaque semaine, elle tenait des réunions publiques ouvertes, sans protocole, où n'importe quel citoyen pouvait lui parler, face à face. On disait qu'elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Et cela, les habitants ne l'avaient jamais connue. Très vite, l'histoire d'Emily dépassa les frontières de la ville. Des articles parurent dans The New York Times, Time Magazine, et même Forbes, qui titra « La force d'une voix, comment Emily Parker a changé la politique locale avec une vérité simple ». Elle fut invitée à parler dans des universités, à témoigner devant des commissions. Mais elle refusa systématiquement toute offre de carrière politique nationale. « Ma mission est ici, chez moi », disait-elle. Là où personne d'autre ne voulait écouter.
Dans les écoles, les petites filles en fauteuil roulant commençaient à rêver grand. Dans les quartiers oubliés, les gens commençaient à croire à nouveau. Des années plus tard, lors d'un événement en l'honneur des pionniers du changement, un homme s'approcha discrètement d'elle. C'était William Anderson, désormais plus vieux, la voix un peu plus faible, mais le regard toujours brillant. Il lui serra la main doucement, et dit : « Tu as changé bien plus qu'une ville, Emily. Tu as changé la manière dont on regarde la force. » Elle lui répondit avec un sourire doux. « Tout ce que j'ai fait, c'est refuser de croire que ma voix ne comptait pas. Et ce jour-là, William, tu t'es levé pour moi. Je m'en souviendrai toute ma vie. » Un soir, dans son bureau, la nuit était tombée sur la ville. Depuis la fenêtre de son bureau, Emily observait les lampadaires qui dessinaient des halos jaunes sur les trottoirs mouillés. L'avenue principale était presque vide, mais quelques silhouettes se devinaient dans l'ombre, des travailleurs tardifs, des étudiants rentrant chez eux, des sans-abri en quête d'un abri pour la nuit. Son bureau, sobre et épuré, était silencieux. Seul le tic-tac de l'horloge et le bourdonnement de son ordinateur brisaient la quiétude. Sur son bureau, des piles de dossiers l'attendaient, projets communautaires, rapports sur les écoles, lettres de citoyens. Emily retira ses lunettes, frotta ses yeux fatigués, puis s'appuya contre le dossier de son fauteuil roulant. C'était un soir comme tant d'autres, rempli de responsabilités et de doutes silencieux. Malgré les victoires, malgré le respect qu'elle avait gagné, elle portait encore en elle ce sentiment lancinant : est-ce que je fais assez ? Elle ouvrit son ordinateur machinalement pour vérifier ses emails. Et là, au milieu des notifications habituelles, un nom attira son regard. William Anderson. Ses mains tremblèrent légèrement en cliquant. Le message n'était pas long. Mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans le calme de la pièce. Vous avez prouvé que la volonté est plus forte que tous les obstacles. Continuez de changer le monde, Emily. Je crois en vous. William. Un frisson la parcourut. Ce n'était pas un simple compliment. C'était un ancrage, une affirmation qu'elle n'était pas seule, qu'au sommet de cette montagne qu'elle gravissait, quelqu'un avait vu chacun de ses pas, chacune de ses blessures, chacune de ses victoires. Elle se laissa aller un instant, les yeux fermés, le cœur gonflé. Le souvenir de leur première rencontre lui revint comme un film, la salle pleine de jugement, son regard baissé, sa voix brisée, et cet homme qui s'était levé, quand personne d'autre ne l'avait fait. Ce message n'était pas qu'un écho du passé. C'était un phare. Un rappel qu'au-delà des lois votées, des campagnes réussies, des discours applaudis, le vrai pouvoir résidait dans la transmission du courage. Ce soir-là, Emily comprit qu'elle n'était plus simplement une élue. Elle était devenue un symbole vivant, celui de la résilience, de la reconstruction, de la lutte contre le fatalisme. Elle ouvrit un cahier qu'elle gardait toujours à portée de main. Sur la première page, elle écrivit lentement, d'une écriture nette. Ne jamais croire que l'on ne peut pas être élu, que l'on ne peut pas être entendu, que l'on ne peut pas compter. Le monde change à travers ceux qui osent, même en tremblant. Emily Parker. À partir de ce soir-là, quelque chose changea en elle. Elle parla avec plus de force, plus de clarté. Elle défendit des lois plus audacieuses. Elle prit sous son aile des jeunes femmes qui rêvaient, elles aussi, de politique, de journalisme, d'enseignement. Elle fonda une bourse destinée aux orphelins en situation de handicap qui souhaitaient faire des études supérieures. Elle leur envoyait tous une lettre, manuscrite, avec un seul message. Si tu penses que tu ne peux pas, essaie quand même. Je te promets que le monde peut t'écouter. Emily. Des années plus tard, une statue fut érigée devant l'hôtel de ville. On y voyait Emily Parker, représentée dans son fauteuil, un micro à la main, et un livre posé sur ses genoux. Sous la statue, une phrase gravée en lettres d'or. Je ne serai jamais élue, et pourtant, j'ai changé le monde. Et dans les écoles, les enfants répétaient son nom en classe d'éducation civique. Pas comme celui d'une politicienne, mais comme celui d'une preuve vivante que la volonté est plus forte que les circonstances.